cher Christian Monjou. Pardon. Faut qu'on vire ça. L'autre aussi, vous restez debout. Et la table. On va dire quoi. Voilà, c'est un speaker très libre. Il fait tout. Oui, même le ménage, mais c'est pas grave. Même le ménage. On lui avait trouvé un thème impossible. On lui a dit il faudrait oser, oser. Il m'a fait le pitch tout à l'heure, je n'ai rien compris. Parce que pour moi, si on prend Matisse et qu'on ajoute Ingres, ça doit faire Magritte. Vous savez, le peintre favori de Rachida Dati qui avait peint « Ceci n'est pas une inflation ». Et vous allez nous expliquer que la rencontre de Magritte et Ingres, ça donne Picasso, c'est ça? Il n'y a pas de Magritte, mais c'est pas grave. Ah, vous avez carte blanche quand même. Bonsoir. Flo, tu es là? Non. Et Michaela? Oui. This is for you. C'est mes anciens élèves. Ça compte beaucoup. Ce sont mes Mickey à moi. Voilà. On est en 1905, au Salon d'automne, et sur les murs de ce Salon d'automne apparaissent une série de tableaux qui gueulent des couleurs. Et alors Louis Vaucel, qui est un critique à la mode, se promène là-dedans, il ne comprend pas grand-chose, et il sort cette fameuse phrase « Mais c'est Donatello parmi les fauves ». Et le mot restera, les fauves. Il y a là Raoul Dufy, Georges Braque, André Derain, Maurice de Vlaminck, et puis en quelque sorte le patron, Henri Matisse. Et ce que vous voyez là, c'est une petite crique près de Collioure qui s'appelle la Moulade. Alors, pourquoi ces couleurs et presque plus ces lignes? Parce que depuis très longtemps, depuis 1435, en fait, à peu près à Florence, depuis Léon Battista Alberti, on a dit le noyau dur de la peinture, c'est de donner l'illusion de la profondeur dans une surface plane. Et voilà-t-il pas tout d'un coup que vers le milieu du XIXe siècle, des dames et des messieurs, avec des boîtes étranges, cachées derrière des droits noirs, commencent à produire des surfaces planes dans lesquelles on peut avoir l'illusion de la profondeur. Et alors la question, évidemment, pour la peinture, c'est est-ce qu'il reste quelque chose à faire? C'est une simple question de concurrence. Quand votre concurrent commence à faire ce que vous faites, mais que photographie, peinture, quand il commence à le faire plus vite, mieux et moins cher, comme dirait Johnny, il y a un problème. Et Gauguin ne s'y trompe pas. Parlant des photographes à son ami Daniel de Montfred, il écrit des marquises. Vous verrez qu'un jour, leurs images auront des couleurs et qu'elles bougeront. Mais à ce moment-là, les images n'ont pas encore de couleurs. Et donc, accentuer la couleur au détriment de la ligne. Or, la perspective, elle est d'abord fondée. Florence, c'est la ville de la ligne. C'est vrai que Venise deviendra la ville de la couleur, mais Florence, c'est la ville de la ligne. Parce que c'est par la ligne qu'on arrive à suggérer cette illusion de la profondeur dans un espace qui est par ailleurs plan. Or là, visiblement, la peinture se suicide. C'est-à-dire qu'elle renonce à l'illusion créée par la ligne. Et si vous regardez attentivement, vous allez vous apercevoir qu'il y a dans ce travail quelque chose d'un enfant, d'un regard d'enfant. Et c'est Charles Baudelaire qui disait quelque part, le génie, c'est toujours l'enfance retrouvée à volonté. Il faudrait oser revenir à un regard qui s'ouvrirait pour la première fois sur le monde et qui serait saisi finalement par la surprise de ce monde. Ça, je crois que tout part de là, de toute façon. Alors, ça, c'est le même tableau par Matisse, le même sujet, la Moulade, la crique près, effectivement, de Collioure, quelques semaines avant. Et vous voyez qu'on est encore quand même là dans quelque chose qui représente. C'est-à-dire qu'au premier plan, à gauche, vous avez une falaise, au fond, vous avez la mer, la Méditerranée, et puis au premier plan, vous avez ce qu'il reste d'eau quand les marées, un peu faibles de la Méditerranée, mais quand les marées se retirent. Et vous n'avez absolument pas les mêmes problèmes de déchiffrage que vous aviez avec, effectivement, la Moulade que nous avons vue à l'instant. Alors je crois fondamentalement que pour arriver à ça, il faut ça.
C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un d'autre. On ose seul, mais on n'ose pas sans l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Et l'autre, là, c'est André Derain. C'est parce qu'André Derain accompagne Matisse dans cet été miraculeux de 1905 à Collioure que le fauvisme, finalement, va s'inventer. Et c'est parce que Derain présente une vision de Collioure qui est une vision dans laquelle la couleur passe non pas d'une instance de représentation, mais à un arbitraire d'expression, oser exprimer effectivement, que effectivement Matisse va être capable d'aller plus loin. Et j'adore ça, vous voyez, ce double portrait mutuel. À gauche, portrait d'Henri Matisse par Derain. À droite, portrait de Derain par Henri Matisse. Et vous voyez qu'il y a une volonté de pratiquer un arbitraire des couleurs qu'ils ont finalement libéré mutuellement l'un chez l'autre. Il faudrait oser, mais on ne peut pas oser sans l'audace de l'autre. Et alors, évidemment, cette moulade de Henri Matisse, il faut se souvenir que dans le Salon d'automne de 1905, si l'immense majorité des salles sont consacrées à la découverte de la génération fauve, il y a une salle, toute seule, où on ne voit qu'un tableau. Et il s'agit bien sûr du bain turc d'Ingres. Tableau qui a été commandé de nombreuses années auparavant par un diplomate ottoman, Khalil Bey, qui aimait assez le féminin. C'est lui qui va commander à Courbet l'origine du monde, que je n'ai pas rapporté ici, mais voilà. Le tableau n'a pas été revu en public depuis, bien sûr, que Khalil Bey l'a pris dans l'atelier d'Ingres. Et ce tableau est redécouvert pour la première fois par le public. Et alors évidemment, tout de suite, il y a un problème. C'est-à-dire qu'une partie du public dit « s'il y a de la peinture dans ce salon d'automne, c'est Ingres », et l'autre partie du public dit « s'il y a de la peinture dans ce salon d'automne, ce n'est pas Ingres, ce sont effectivement tous les autres ». Et Matisse est probablement le seul à ne pas rentrer dans le jeu de l'exclusion mutuelle. Il faudrait oser ne pas rentrer dans le jeu de l'exclusion mutuelle. C'est-à-dire que là où tout le monde, y compris ces jeunes petits camarades, disent « Ingres, c'est de la merde », alors que les ingristes disent que tous les fauves, ça vaut rien. Matisse se pose la question. Et il se dit, au fond, qu'est-ce que c'est qu'Ingres ? Ingres, c'est le sommet de la maîtrise de la peinture. Dans toutes les grandes académies de peinture, la dernière année de formation du peintre, c'est le nu sur modèle vivant. Or, il se trouve que l'impressionnisme, à l'exception de Renoir, et encore peut-être pas justement à cette époque-là, l'impressionnisme a congédié le nu, c'est-à-dire le sommet de la formation picturale. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la mission de l'impressionnisme, c'est d'oser réenchanter le monde, c'est-à-dire la ville et l'usine, et que pour réenchanter ce monde, il est quand même très rare que sur les grands boulevards, que ce soit Pissarro ou Caillebotte comme ici, circulent des dames toutes nues. Et donc finalement, bien sûr, le nu n'est plus pertinent dans la peinture. Et la grandeur de Matisse, j'ai adoré tout à l'heure les gens qui ont dit, qui ont rappelé que l'innovation, c'est le retour de quelque chose auquel plus personne ne pensait, mais dont quelqu'une est la seule à voir la pertinence retrouvée. Matisse se dit, si le sommet de l'apprentissage pictural, c'est le nu sur modèle vivant, est-ce qu'on peut solder des siècles de maîtrise ? Est-ce qu'on peut impunément piétiner des siècles de maîtrise en disant « ça ne nous intéresse plus, ça ne nous concerne plus ». Et alors, confronté, bien sûr, à la querelle qui est « ça, madame, c'est génial, et ça, c'est de la merde, ma petite sœur en aurait fait autant », on l'entend souvent. C'est d'ailleurs dommage, parce qu'il y a tout un tas de petites sœurs, à mon avis, qui ont raté leur vocation, si vous voyez ce que je veux dire. Ou au contraire, évidemment, ou au contraire, mais ça, c'est l'avenir de la peinture, alors que ça, c'est de la merde rubensienne qu'on voit déjà depuis des siècles, et on s'en fout. Matisse est le seul à avoir le courage de dire le « ou »
ou les fauves ou Ingres, c'est l'erreur absolue. Il faut absolument oser le et Ingres et les fauves. Et donc il faudrait oser faire un fauve ingresque ou un Ingres fauviste. Et vous voyez, c'est ça qui est l'important. Si vous pensez, par exemple, à certaines divisions idéologiques dont on sait qu'elles sont le charme de la pensée française, et dont on se dit que la capacité à s'exclure mutuellement en ce moment est en train de nous faire crever, on rêve d'un Matisse idéologique, probablement pas trop, mais quand même, qui dirait « Attention, tant que vous ferez dans le ou, surtout dans les circonstances actuelles, avec tous les Chinois qui travaillent, tous les Indiens qui travaillent, tous les Brésiliens qui travaillent, tous les Russes qui travaillent, hein, on est mal barré. Et donc, on ferait mieux de faire et. Mais ça me paraît supposer une telle révolution copernicienne de la pensée politique française que je crois, effectivement, on est mal barré. Ça, c'est clair. Voilà. Il y a des gens qui me disent « Saïd, tu es là ?» Non, il est parti déjà, peut-être. Il en avait ras-le-bol. Il paraît qu'à Lille, Saïd, quand je suis monté sur la scène, il a dit « Oh merde, il y a le vieux qui va parler peinture. » Bon, puis alors après, il paraît que ça lui est passé. Il est adorable, c'est pour ça qu'on l'aime. Et vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Si vous vous souvenez d'Ingres, je peux revenir en arrière? Oui, probablement en faisant ça, j'espère. Ah, génial. Regardez la dadame là-bas au fond. Hein. Il fut un temps où j'imitais ça sur scène, mais maintenant je ne peux plus, j'ai toujours peur de rester bloqué. Hein. Bon. Mais si vous regardez la dadame là au fond, et si vous regardez l'autre dadame ici, qui effectivement est assez rubensienne par certains côtés, hein, voilà. Eh bien, regardez-les bien. Vous la voyez, la même dadame ici, et vous la voyez, la même dadame là. Et alors là, les dates sont fabuleuses. Hein. On ne sait jamais assez de dates. Hein. 1906, salon de printemps, 6 mois après. Et là, vous lavez votre fauve ingresque. Là, vous lavez votre Ingres fauviste. Vous voyez ce que je veux dire? Le bonheur de vivre de Matisse. Et alors, évidemment, il ne faut jamais oublier quoi? Il ne faut jamais oublier que devant le bonheur de vivre, il y a un mec qui passe. Et ce mec-là s'appelle Pablo Picasso. Et il se dit, eh merde, il a trouvé quelque chose, l'autre. Et non seulement il a trouvé quelque chose, mais vous avez vu que je n'ai pas parlé de femme encore, alors forcément, ce n'est pas très dans l'air du temps, mais la voilà, la vraie, la pure, l'absolue, la totale, elle, celle qui venait de la banlieue de Pittsburgh. Et quand on lui demandait « How is it there ?», elle répondait « But there is no there. Hein. Voilà. Phrase admirable de Gertrude Stein, qui est une petite Américaine avec 3 francs 6 sous, et qui, ça c'est fabuleux, achète le bonheur de vivre. Vous voyez, il fallait oser. Hein. Monsieur Barnes, ensuite, lui a racheté. Hein. Mais il fallait oser acheter ça. Et en l'achetant, c'est ça qui est génial, elle met Picasso en demeure de prendre à son compte le bonheur de vivre, et d'oser quelque chose qui intègre le bonheur de vivre et qui le dépasse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est fabuleux. Et c'est ça l'innovation. L'innovation, c'est oser reprendre tout ce qui est déjà là et oser dire « j'oserais rajouter quelque chose à ça ». Et si vous regardez évidemment Picasso, c'est extraordinaire. Quand vous pensez que ça, c'est 1907, je vous rappelle, salon d'automne de 1905, salon de printemps 1906, 1907. Là, les dates sont imparables. Les Demoiselles d'Avignon sont la réponse systémique de Picasso à Matisse. Hein, et c'est fabuleux. Et alors, regardez d'où venait Picasso, quand même. C'est extraordinaire. Hein. Alors, Madame Véronique Pratt, qui a longtemps sévi dans la critique artistique du Figaro Magazine, disait « Oh, on ne comprend pas très bien pourquoi Picasso s'est arrêté en 1906-1907 avec la période rose. » Oui, le problème, c'est qu'il y avait encore 65 ans à tenir. Hein, et que, à un moment ou à un autre, à mon avis, l'ennui naissant un jour de l'uniformité, il y aurait eu, et on va reciter Johnny sans aucune, effectivement, vergogne, il y aurait eu un problème. Ça, c'est clair. Hein. Et vous voyez, c'est ça. Picasso est une fièvre salope, c'est clair. Ça, c'est évident.
Il a laissé derrière lui des cadavres à la fois physiques et psychologiques de femmes, c'est vrai. Pas question de le nier. Mais en même temps, quelle audace fabuleuse de ce type qui, à chaque fois qu'il a réussi à amener le public à digérer son invention précédente, casse cette invention pour s'obliger à oser réinventer et à oser obliger le public à le suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est absolument prodigieux. Il faut créer le goût par lequel on est jugé. Un grand innovant, c'est quelqu'un qui crée le goût par lequel il est jugé, qui ose créer le goût par lequel il est jugé. Et que ça soit les charmes de la période bleue ou de la période rose, auxquels je n'enlève rien, c'est absolument bouleversant, que ce soit cette sorte de visitation quotidienne qui introduit le sacré dans l'épaisseur des gestes les plus humbles et les plus simples, ou cette vision fantastique des deux frères qui est au musée de Bâle maintenant, pensez que 2 ans après, Picasso est capable de faire ça. Vous vous rendez compte? La capacité à se remettre en cause, la capacité à s'obliger à casser toutes ses maîtrises pour prendre le risque, évidemment, d'une non-maîtrise qui débouchera sur quelque chose qui suscitera l'adhésion. Et alors, ce qu'il y a d'absolument magnifique, c'est que Picasso s'est dit, si je veux que la Stein, elle achète mon truc, qu'elle ne l'achètera pas d'ailleurs. Hein. Mais la grande question, c'est quand même toujours si la Stein va acheter, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Nous, en France, on a parfois tendance à considérer que ça, c'est un peu... c'est sale. Hein. Que la Stein ait des sous, c'est pas très grave si elle aime, si elle comprend. Hein. Mais si elle aime et si elle comprend et si elle n'achète pas, on n'est pas dans la merde. Hein. On vient de le dire. Bon, voilà. Et donc, ce que Picasso va faire, c'est qu'il va systématiquement faire une checklist. Je ne suis absolument pas sûr de ce que je raconte. Hein. Et si vous trouvez que ça vous rappelle quelqu'un d'intelligent, c'est Yves-Alain Bois, à qui je rends hommage ici et auquel je dois beaucoup. Mais c'est vrai qu'il est tentant de penser que Picasso s'est fait une checklist et qu'il s'est dit couleur chaude, couleur froide. Prédominance de la courbe, prédominance de l'angularité. Prédominance du fond récupéré sur Ingres, absence du fond, j'amène tout le monde vers, effectivement, le début du tableau. Prédominance des références à la musique et à la danse, prédominance des références à la sculpture. Et donc, Picasso ose prendre systémiquement le contre-pied du chef-d'œuvre que, effectivement, Matisse vient de créer. Et quand vous regardez ces détails, qui sont des détails absolument extraordinaires, vous voyez le musicien là-bas, le pâtre, vous voyez un pâtre au premier plan, vous voyez la danse qui annonce le grand tableau de Matisse 3 ans après. Quand vous voyez ces lignes courbes qui renvoient, comme tout l'art nouveau, aux cheveux féminins, à la vague, à la liane, contre effectivement l'orthogonalité dominante de la ville et de l'usine. Hein. Et quand vous pensez que, ayant fait cette checklist des qualités fondamentales de Matisse, Picasso procède à faire exactement le contraire, c'est quand même tout à fait étonnant. Et c'est là où il y a un détail merveilleux. Vous savez que, anticipant par là un geste politique français fameux, quand Picasso a appris que Stein avait acheté Le Bonheur de Vivre, il est rentré chez lui au bateau Lavoir et il a dit à Fernande Olivier, « Fernande, fais tes bagages, on rentre en Espagne. » Voilà. Alors, seuls les plus anciens parmi vous verront de quoi il est question dans l'histoire politique française. Et c'est très curieux, parce que juste avant qu'il quitte le bateau Lavoir, Matisse lui rend visite. Matisse n'est pas un méchant. Matisse ne vient pas l'éclabousser du succès d'avoir vendu Le Bonheur de Vivre à Stein. Mais Matisse arrive et lui donne un masque africain. Et là, dans l'esprit de Picasso probablement, il y a cette idée qu'on ne peut plus faire de visage photographique, parce que ça, la photographie peut le faire, et donc on est obligé de passer au visage totémique. Il faut oser un visage qui révèle à la surface extérieure les dynamiques et les tensions intérieures. On ne peut plus se contenter de reproduire et de copier le visage effectivement extérieur. Et alors, il y a un dernier détail que j'ai toujours adoré. Rue Le Pic. Alors, je ne sais pas si vous connaissez votre Montmartre, hein. Le bateau Lavoir, vous savez, c'est effectivement en remontant du métro Abbesse. Puis si vous tournez à gauche, là, il y a une rue qu'on appelle la rue d'Orchamps.
Si vous longez la rue d'Orchamps jusqu'au bout, vous passez devant la maison de Dalida, dont personne ne se soucie à l'heure actuelle, ce qui est très dommage. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et ensuite, vous arrivez sur la rue Le Pic. Et dans la rue Le Pic, il y avait un jeune peintre basque-espagnol qui s'appelait Ignacio Zuloaga. Et Ignacio Zuloaga, il avait quoi? Eh bien, il avait ça dans son atelier. Alors, j'en entends qui disent, là, vraiment, le vieux déconne. Parce que comment un jeune peintre basque-espagnol pourrait avoir un Gréco très important? Puis moi, madame, je suis allé au Metropolitan à New York il n'y a pas longtemps et j'ai bien vu que ce Gréco-là, c'est le joyau de la collection de peinture espagnole du XVIIe siècle. Il ne faut quand même pas nous raconter de conneries. Alors, les dates sont imparables. 1907, depuis la mort de Gréco en 1614, personne n'en parle. On peut acheter un Gréco pour 3 francs 6 sous. Il faudra attendre la première grande rétrospective monographique de 1908 pour que Gréco redevienne un peintre à la mode. Et donc, nous sommes en 1907. Et Zuloaga a bien dans son atelier ça. Et alors ça, c'est extraordinaire. Puisque Picasso, moi je serais rentré, j'aurais dit « Oh, un Gréco ». Picasso, lui, il rentre, et c'est ça qui est fabuleux, il se dit « Qu'est-ce que je vais en faire ?» Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Il y a chez Picasso cette capacité de tous les grands innovants à ne rien laisser du réel en repos et à s'emparer de tout pour bidouiller, bricoler, faire des trucs qui ne sont pas forcément très très propres au premier abord, mais au deuxième abord, tout d'un coup, ça s'impose effectivement. Et alors, il va se servir, car pour le moment, vous l'avez remarqué, il a une feuille de route, faire le contraire systémique de Matisse. Il a un grand point, ne pas faire dans le photographique, faire dans le totémique, c'est-à-dire ne pas faire dans la reproduction, mais faire véritablement dans la dimension symbolique. Et il lui manque encore le plan d'ensemble de son tableau, la composition générale. Et cette composition générale, ce plan d'ensemble, eh bien, il va les prendre chez Gréco. Et vous voyez, quand vous regardez les deux tableaux l'un à côté de l'autre, si vous faites passer ce qui est chez Gréco à gauche, à droite, et si vous faites passer ce qui est chez Gréco à droite, à gauche, en particulier, alors je rappelle à tout le monde, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est ce qu'on appelle la vision de l'Apocalypse de Saint Jean. Vous avez Saint Jean à gauche, qui est en train de contempler dans une extase qui va devenir un des moments de l'Apocalypse, c'est-à-dire les morts qui sortent de terre pour le jugement dernier. Et si vous regardez attentivement, je ne sais pas si on peut faire marcher cette petite chose-là, mais ce n'est pas grave, si vous regardez en particulier le personnage qui est là et qui est en train de soulever à la fois l'herbe et le linceul sous lequel il était entouré, vous le retrouvez exactement là. Si vous voyez Saint Jean, les bras écartés, vous le retrouvez dans le personnage qui est ici sur la droite, mais qui a été inversé, et ainsi de suite. Et ça, c'est absolument fabuleux, voyez. Picasso ne reste pas les bras ballants devant le Gréco à dire « Ah, un Gréco », mais il ose utiliser le défi du Gréco comme il avait utilisé le défi du Matisse pour rebondir et produire quelque chose d'entièrement nouveau. Et alors, si vous regardez, effectivement, vous avez bien ces systèmes d'écho qui sont absolument étonnants, et qui montre, encore une fois, que loin de se laisser paralyser par la création de l'autre, il faut oser utiliser la création de l'autre comme un point d'appui constant de rebond créatif. Et ça, c'est absolument, je crois, fondamental. Et alors, si on faisait une dégustation à l'aveugle, c'est-à-dire si je vous disais, là, dans le secret de votre cœur, c'est un Picasso ou un Matisse? Vous vous diriez, ça ressemble tellement à un Picasso que, vu que c'est le vieux qui pose la question, ça doit être un Matisse. Et vous n'auriez pas tout à fait tort. Mais c'est un Matisse de 1908, c'est-à-dire un Matisse d'après les Demoiselles d'Avignon. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est extraordinaire. Quand vous pensez à ce qu'était la technique picturale, c'est-à-dire les grands aplats cernés, en ondulation extrêmement séduisante, et que vous entrez maintenant dans de grands volumes creusés de manière géométrique, vous sentez bien que, effectivement, Matisse n'aurait pas pu arriver à ce tableau s'il n'y avait pas eu Picasso. Et vous voyez, je crois que, en tout cas, la leçon que je tirais de tout ce que j'ai entendu cet après-midi et que j'ai eu le plaisir et le bonheur d'entendre, c'est qu'au fond,
nous souffrons d'une carence de création. Et ça n'est que quand, ça a été dit admirablement à la fin de l'intervention de la personne qui était spécialiste de l'Allemagne, c'est clair que se préoccuper de la redistribution sans se préoccuper d'abord de la production, c'est un contresens absolu qui n'est même pas absurde, qui est à proprement parler criminel. Ça, c'est clair. Bon. Et je pense que l'exemple de Matisse et de Picasso, dans cet espace de temps très bref qui va de 1905 à 1908, cette capacité continuellement de renverser l'obstacle que pourrait être le génie de l'autre en un point d'appui pour le surgissement de mon propre génie et de ma propre innovation, c'est ça qui constitue effectivement la grandeur des grands créatifs. Merci.